Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Léa, j'ai 9 ans. Je suis en CE2B à l'école François Copé à Paris. Bonjour à tous les élèves sur Internet. Zaya Ziwani est aujourd'hui dans notre classe. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue Zaya Ziwani. Merci. Je suis ravie d'être avec vous et merci à tous, à toutes et à tous qui êtes avec nous aussi aujourd'hui. Je suis ravie de partager ce beau moment à vos côtés. Merci de cette belle invitation et qu'on puisse en effet partager un petit temps. Alors, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mon parcours et de ce qui m'a amené à devenir chef d'orchestre. Et puis, je serai ravie de répondre aux questions qui ont été préparées par les enfants de cette classe et puis aussi à toutes vos questions à vous qui nous suivez un petit peu partout dans le monde et j'aurai grand plaisir à y répondre. Voilà. J'ai commencé la musique à 7 ans et donc j'ai fait de la musique, j'étais très contente d'en faire et puis j'ai choisi la guitare, sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de guitare dans les orchestres symphoniques. Et pourtant, c'était cette musique-là que j'écoutais à la maison et j'adorais écouter encore et encore ces symphonies et tous les instruments qu'on retrouve dans l'orchestre symphonique. Donc du coup, j'ai quand même continué à faire de la guitare et quand j'ai commencé à connaître un peu mieux la musique, j'ai décidé de jouer un autre instrument qui est l'alto. Alors l'alto, c'est un instrument de la famille des cordes frottées et donc qu'on retrouve dans l'orchestre symphonique. Et l'avantage de l'alto, si jamais vous étiez, vous, un grand orchestre symphonique, c'est que c'est au centre de l'orchestre, entre les sons aigus, entre les sons graves, au milieu de la famille des cordes frottées et devant les instruments avant. Alors pareil aussi pour ceux qui nous écoutent, imaginez-vous un grand orchestre et que vous étiez en face de cet orchestre-là, les altis seraient juste en face de vous. Et donc de ce fait, quand j'ai commencé à faire de l'alto, tout de suite j'ai pu intégrer un orchestre parce que j'avais envie de jouer dans un orchestre. Et là pour moi ça a été une grande révélation parce que quand j'étais dans l'orchestre, j'ai pu découvrir les instruments graves, aigus, les cordes, les vents, les percussions. Et je me suis dit, c'est ça que j'aime, c'est d'être dans un orchestre. Et puis petit à petit, justement en faisant de l'orchestre, parce que comme on était aussi avec beaucoup de musiciens, il y a bien une personne qui est là pour guider le travail. Et j'étais juste devant le chef d'orchestre. Et c'est là que je me suis dit, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Alors au début, je ne savais pas trop comment on faisait et puis comment ce serait possible de devenir chef d'orchestre. Donc j'ai continué à bien travailler à l'école, à bien travailler mes instruments, dans tous les cours que je suivais au conservatoire. Et puis j'ai commencé un petit peu à en parler autour de moi. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même beaucoup encouragée. Et quand j'ai commencé à dire à certains de mes professeurs, tiens, j'aurais envie d'être chef d'orchestre, il y en a plein qui m'ont dit, ouh là là, Zaya, n'y pense pas, c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour les filles, qui n'est pas du tout fait pour les jeunes. Donc, concentre-toi plutôt sur tes études de l'école et sur tes études d'instruments. Alors du coup, je trouvais ça pas forcément très rigolo qu'on me dise ça. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont quand même beaucoup encouragée. Et donc, je continue un petit peu à rêver ça dans ma tête et à faire ça un peu en secret. C'est-à-dire que j'allais emprunter les partitions du chef d'orchestre dans les bibliothèques des partitions de musique. Et tout à l'heure, je vous montrerai une partition. Et de temps en temps, quand j'étais le soir dans ma chambre, je regardais un petit peu en cachette de mes parents ces partitions du chef d'orchestre. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert ce métier de chef d'orchestre. Et un jour, justement, je continuais il y avait plein de chefs d'orchestre qui m'intéressaient. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand professeur de direction d'orchestre. Et j'avais 16 ans à cette occasion, à ce moment-là, et qui m'a dit, écoute Zaya, tu sais, tu as beaucoup de potentiel. Par contre, tu sais, c'est un métier qui est très difficile, donc il faut que tu t'accroches. Alors, tu sais, il me disait, tu sais, c'est vrai que c'est très difficile pour les femmes. Alors, tu as intérêt à t'accrocher parce que d'habitude, les femmes ne tiennent jamais plus de 15 jours dans ma classe. C'est-à-dire qu'il était tellement sévère que parfois, certaines femmes, certaines filles étaient découragées et arrêtaient d'être dans sa classe. Alors, ce n'est pas que c'était un méchant monsieur, que c'était un professeur méchant, c'était simplement que comme c'est un métier qui est difficile, il était très exigeant et qui nous demandait vraiment de beaucoup travailler et de nous accrocher. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion d'apprendre à être chef d'orchestre. Mais bon, pour être chef d'orchestre, c'est comme dans une équipe de football, un entraîneur d'une équipe de foot, il n'est pas entraîneur s'il n'a pas une équipe à entraîner. Et un chef d'orchestre, c'est pareil. S'il n'a pas un orchestre à diriger, il n'est pas chef d'orchestre. Et donc, je commençais un petit peu à regarder les concerts à la télévision, les affiches dans les salles de concert, et je voyais que des chefs d'orchestre, des messieurs,
Et je voyais souvent des personnes qui étaient un petit peu âgées. Je voyais des messieurs qui avaient souvent de la barbe. Et je me disais, mais dis donc, je trouve que les chefs d'orchestre, ils ne sont pas très jeunes. Et donc, comme ça, j'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis rendu compte qu'en effet, les chefs d'orchestre étaient plutôt déjà assez âgés parce que souvent, ils avaient d'abord une carrière dans le milieu de la musique, ils étaient instrumentistes ou compositeurs et ils décidaient que plus tard de devenir chef d'orchestre. Sauf que moi, j'avais envie très tôt déjà de devenir chef d'orchestre. Donc, je me suis posé la question, j'ai commencé à aller voir des orchestres et j'ai compris très rapidement qu'en fait, on me donnerait pas forcément l'occasion tout de suite de diriger des orchestres. Alors, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que d'habitude, la musique classique, on se dit, tiens, c'est plutôt à l'Opéra de Paris, c'est plutôt pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Et moi, je me disais, mais est-ce que vraiment c'est ma place d'être à cet endroit-là? Et en fait, je me suis dit que oui, parce que j'aimais beaucoup la musique, parce que j'avais eu l'occasion de la découvrir, parce que mes parents m'ont aidé à la découvrir, et surtout que, en fait, j'aimais ça, donc c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et donc, j'avais envie de rendre ça plus accessible, c'est-à-dire plus facile à découvrir. Et comme j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc dans une banlieue de Paris, dans un territoire qui est très dynamique, mais qui a aussi parfois ses difficultés, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que la musique classique, elle est très belle, elle est très riche, et que c'était aussi important qu'on puisse la découvrir dans un endroit comme Pantin, comme la Seine-Saint-Denis, par exemple, et que ça ne soit pas uniquement que dans les grandes salles de concert. Et donc, je me suis dit, Zaya, si on ne va pas t'appeler pour être chef d'orchestre à la tête d'un orchestre qui existe déjà, peut-être que ce serait bien d'en créer un. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer un orchestre, et un orchestre que je voulais avec un petit peu original, avec plein d'idées que j'avais envie de développer. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai réfléchi et que est né l'Orchestre Symphonique Divertimento. Alors peut-être, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter un premier extrait musical de l'Orchestre Symphonique Divertimento. Donc à vous aussi qui êtes avec nous, profitez de cet extrait. Et puis je continuerai après ma présentation et surtout je serai très heureuse de répondre à vos questions. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute de la symphonie numéro 5 de Beethoven, un extrait du premier mouvement. De jouer dans un orchestre, c'est quelque chose d'assez particulier et ça ne vient pas comme ça naturellement. Il faut aussi s'entraîner, il faut aussi apprendre à jouer avec les autres. Et donc, dès que j'ai commencé à travailler et à donner des cours, j'étais professeur dans des conservatoires en Seine-Saint-Denis et à Paris. Et c'est vrai que c'était dans des environnements très différents
avec des enfants qui avaient des vies et des parcours très différents, mais qui étaient tous réunis par cette même passion de la musique. Et donc, l'Orchestre Divertimento est né à cette époque-là, avec des personnes très différentes et qui avaient en tout cas tous et toutes envie de jouer ensemble. Et donc, créer un orchestre, c'est bien en fait en soi, mais il faut aussi lui donner quelque chose d'intéressant, enfin lui donner du sens. Et c'est vrai que le fait d'avoir grandi aussi dans un quartier populaire, le fait d'avoir été une fille, d'être jeune, ça m'a donné plein d'idées pour créer cet orchestre et justement lui donner un côté très original et qui se différencie aussi des autres orchestres symphoniques. Et une des premières grandes décisions que j'ai prises, c'est de faire en sorte que cet orchestre, que d'habitude on aurait peut-être pu voir d'abord dans les grandes salles de Paris, j'ai décidé de l'installer en Seine-Saint-Denis, dans ce département à côté de Paris, où justement qui est très urbain, avec beaucoup de quartiers populaires, et de faire en sorte que cette musique-là, tout le monde puisse l'écouter, que ce soit des enfants comme vous, ou comme vous qui nous écoutez, que ce soit des familles, en fait, avec des origines très différentes, mais que la musique classique, on ne se dise pas qu'on peut l'écouter qu'à l'Opéra de Paris, mais qu'on peut l'écouter dans une salle à côté de chez soi. Alors peut-être que pour vous, ça vous paraît évident, mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas, et ça fait partie vraiment de ce qu'on appelle de l'ADN de l'orchestre, donc c'est-à-dire de son essence même, de faire en sorte que on rende la musique accessible et qu'on aille jouer dans des endroits où habituellement la musique classique n'est pas présente. Alors, c'est parfois dans des écoles, c'est parfois dans des salles, donc là, principalement, par exemple, dans certains quartiers populaires, mais parfois aussi, vous savez, en milieu rural, là où on est à la campagne, on n'a pas forcément l'occasion non plus de pouvoir aller voir des concerts. Nous, avec les musiciens de l'Orchestre Divertimento, aujourd'hui, on se déplace partout en France pour justement faire en sorte que des personnes qui d'habitude ne peuvent pas aller au concert puissent venir écouter de la belle musique. Et donc, écouter par exemple cette symphonie de Beethoven comme vous avez pu l'écouter aujourd'hui à l'instant. Voilà, donc ça a été en effet une des premières grandes décisions que j'ai souhaité donner pour l'orchestre. Et ensuite, il y a une autre chose que j'ai voulu également développer, et d'ailleurs ça va nous permettre d'écouter un deuxième extrait qui est une musique d'un compositeur français qui s'appelle Camille Saint-Saëns. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous propose d'écouter la danse bacchanale de Camille Saint-Saëns. Il y a quelqu'un qui a parlé d'Inde. Alors, en fait, ce compositeur, Camille Saint-Saëns, ne s'est pas inspiré de l'Inde, mais il s'est inspiré de l'Algérie. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, parce que la musique classique, on pense plutôt à l'Europe, on pense à la France, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne, mais on ne pense pas forcément à l'Algérie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositeurs qui ont voyagé, et notamment des compositeurs français qui ont voyagé partout dans le monde, et qui se sont inspirés de l'Espagne et aussi de l'Algérie. Et comme moi aussi,
je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je suis aussi originaire d'Algérie. Je trouvais ça très intéressant de montrer que la musique classique, c'était pas forcément cet univers un peu ennuyeux qu'on pourrait penser, ou que ça vient que d'un même endroit, mais au contraire que également il y avait des œuvres musicales qui montraient aussi cette ouverture sur le monde. Et il y a des compositeurs français qui se sont inspirés de l'Espagne, de l'Asie, des Amériques et aussi de l'Algérie. Et c'est ça que j'ai aussi envie de montrer avec l'Orchestre Divertimento, c'est de montrer, comme peut-être vous tous ici, ou aussi ceux qui nous regardent, eh ben on a tous des parcours différents, avec parfois des cultures. Alors voilà, moi je me nourris de ma double culture française et algérienne. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être originaires d'autres pays. Et c'est ça aussi qui est très beau, qui est très riche. Et de le montrer par la musique, c'était aussi ma façon de montrer que c'était intéressant. Et qu'en France, notre patrimoine musical, c'est-à-dire ce qu'on transmet aujourd'hui à vous et que demain vous transmettrez aussi à vos enfants, et ben ce patrimoine que l'on transmet, il s'est aussi construit avec des liens avec d'autres pays et notamment des pays comme l'Algérie. Et ça, je trouvais ça très intéressant et donc c'est pour ça que j'ai souhaité vous montrer cette danse bacchanale de ce compositeur français qui s'est justement inspiré de l'Algérie puisqu'il y a voyagé. Et c'était un peu une façon, voilà, j'avais l'impression que c'est un peu une musique qui a été composée spécialement pour moi. Alors, ce n'était pas le cas parce que Saint-Saëns l'a écrit il y a très longtemps, mais j'avais envie aussi de montrer à plein de personnes différentes, à des enfants comme vous, que la musique classique aussi, c'était un lieu où il y avait aussi beaucoup de rencontres entre parfois des pays, entre des cultures, et parfois aussi entre d'autres univers artistiques. Et par exemple, avec l'Orchestre Divertimento, j'aime bien aussi monter des spectacles où on peut voir de la danse, du théâtre, du chant, d'autres styles de musique pour montrer que justement, c'est un lieu qui est très ouvert. Alors, un autre extrait, justement, d'un spectacle qu'on avait monté avec l'Orchestre Divertimento, qui montre justement cette rencontre entre la danse, le théâtre, la musique. Il y a même de la musique électro, il y a également du jazz, il y a de la danse hip-hop. Et c'est justement pour montrer que l'orchestre permet aussi toutes ces belles rencontres. Vous êtes qui? Je suis le compositeur de la chanson que tu viens de fredonner, mais tu peux m'appeler Lenny. Such a pretty dress, such a pretty face, such a pretty smile, such a pretty me. I feel pretty, oh so pretty. Je serai chef. Voilà ce que je serai. On peut écouter un requiem de Mozart et puis danser sur les Kings. Voilà, je voulais en quelques mots vous parler de mon parcours, vous parler de la création de l'Orchestre Symphonique Divertimento et en tout cas quelques idées qui m'avaient donné envie de le créer. Et du coup, maintenant, je serai très heureuse de répondre à vos questions pour justement continuer ces échanges. Alors, qui est-ce qui veut commencer ? Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre la musique ? Alors, c'est une bonne question. Eh ben, j'ai décidé d'apprendre la musique parce que tout à l'heure, j'ai commencé un petit peu à vous en parler, mais quand justement j'écoutais la musique à la maison, eh ben, j'avais trop envie d'essayer d'en jouer aussi. Et donc, c'est vrai que pour moi, j'ai eu la chance en fait, d'avoir des parents qui étaient très curieux et qui nous emmenaient beaucoup voir, qui nous emmenaient au musée par exemple, ou visiter parfois des monuments. Alors, des fois, j'étais un peu comme vous. Il y a des moments où je disais, oh là là, j'avais pas trop envie d'y aller. Mais une fois qu'on était sur place, à chaque fois, j'étais émerveillée. Et aussi, et ben, du coup, on a été aussi beaucoup au concert. Et moi, ce que j'aimais beaucoup au concert, c'était d'entendre les sons des instruments. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de jouer d'un instrument. Et c'est comme ça que ma maman a été m'inscrire au conservatoire de la ville de Pantin, là où j'ai grandi. Voilà. Alors, une autre question maintenant. Bonjour, je m'appelle Serena, j'ai 8 ans et j'ai une question à vous poser. Que faites-vous quand un musicien ne fait pas la bonne mélodie ? Alors, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je fais quand les musiciens ne font pas la bonne mélodie ? Quand un musicien. Alors, il faut savoir que
quand vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai proposé de regarder une vidéo. Et donc, ça, c'est la vidéo du concert. Donc, en règle générale, quand on est au concert, forcément, c'est bien. Et on est obligé que ce soit bien parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Mais par contre, pour qu'on arrive à ce résultat qui soit bien, on a beaucoup répété. Et les répétitions, c'est des moments qui sont très importants puisque chaque musicien travaille de son côté. Et au moment où on fait les répétitions, on est là pour travailler tous ensemble. Vous savez, c'est un peu comme dans une équipe de football. Même si on a de très bons footballeurs, ils ne peuvent pas arriver qu'ensemble au match sans avoir fait des entraînements avant. Parce qu'il y a tout un jeu collectif à développer. Un musicien, quand il est dans l'orchestre, il doit jouer sa partition, faire attention aux notes, au rythme, il doit écouter les autres, il doit regarder le chef d'orchestre. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, les répétitions, on est là pour apprendre ensemble, pour progresser tous ensemble. Et des fois, on se trompe. Et justement, ce n'est pas grave parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend. Et le fait de se tromper, ça nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Par contre, il y a une règle, c'est qu'on travaille beaucoup. Alors, chacun séparément. Et moi, je travaille beaucoup mes partitions avant d'arriver devant les musiciens de l'orchestre pour que justement, ensuite, je puisse bien les guider dans le travail. Et après, le principe, c'est de faire en sorte que les répétitions, on puisse travailler, on puisse aussi se tromper. C'est pas grave si on se trompe, on retravaille, on retravaille. Par contre, au concert, on n'a le droit qu'à une seule fois. Et moi, c'est ce que j'explique aux musiciens de l'orchestre, c'est que par contre, le jour du concert, il faut que ce soit parfait. Donc, on essaye de faire en sorte de ne pas se tromper parce que justement, on travaille beaucoup avant, pendant les répétitions. Et moi, j'ai la partition de tous les musiciens. Et je vous en parlerai un petit peu plus après. Et donc, justement, je me rends compte si quelqu'un se trompe. Alors, il y a deux solutions. Soit, en répétition, j'arrête l'orchestre et je dis « Attention, tu es rentré trop tôt ou tu es rentré trop tard ou attention, tu as joué 2 fois trop vite ». Ce qui peut arriver aussi. Donc, on travaille et on reprend. Après, si ça arrive en concert, alors, il ne faut jamais dire jamais. Normalement, on n'est pas censé faire d'erreur, mais ça peut arriver. Et du coup, le chef d'orchestre, à votre avis, est-ce qu'il peut parler pendant le concert ? Voilà. Et non, alors vous avez raison. Et ceux qui nous suivent, j'imagine que vous avez répondu non aussi, parce qu'en effet, en concert, on ne peut pas parler. Donc, le chef d'orchestre, il a d'autres façons pour communiquer. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux me dire ? En fait, le chef d'orchestre, il parle pas du tout, mais il fait des gestes avec la baguette du chef d'orchestre. Donc, pendant les répétitions, il s'entraîne pour la baguette. Ouais, alors tu as raison. Alors on va en parler de tout ça justement. Mais tu as raison, en effet, le chef d'orchestre, il va communiquer beaucoup avec les gestes. Mais à votre avis, il y a aussi autre chose avec lequel il peut communiquer ? Eh bien oui, avec les yeux. Donc voilà. Donc en fait, le chef d'orchestre, il va aussi beaucoup communiquer avec le regard. Je peux faire un geste comme celui-là pour dire, celui-là, ça veut dire attention. Des fois même, je fais ça pour dire regardez-moi. Et surtout, ce à quoi je fais attention, parce que les musiciens qui jouent dans l'orchestre Divertimento sont des musiciens professionnels. Donc, eux, c'est leur métier de faire ça. Donc, déjà, ils se trompent très rarement au concert. Mais même quand ils se trompent, ils sont capables quand même de vite se rattraper. Mais vous savez, ça peut arriver quand, par exemple, on fait des tournées qui sont très longues. Et si jamais il y a des musiciens qui sont un peu fatigués, et de temps en temps, s'il y en a un qui se trompe, et d'un seul coup, ça installe un petit peu un climat où il y en a un autre qui peut peut-être se tromper, puis un autre qui va se tromper. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de rassurer tout le monde et de faire des gestes pour bien montrer, par exemple, qu'on va arriver sur un temps fort ou un endroit particulier auquel les musiciens pourront se repérer. Et donc, je vais surtout essayer parfois de les gronder avec mes yeux et parfois de les rassurer pour que tout le monde se remette bien en place. Donc c'est vrai qu'avec l'expérience et surtout avec tout le travail qu'on fait en répétition, on arrive malgré tout à se rattraper, même s'il y a quelqu'un qui se trompe. Et le chef d'orchestre, pour que vous le sachiez, il travaille les partitions de tous les instruments, justement, pour qu'il sache repérer tout de suite qui se trompe. Et donc, quand j'ai les 80 musiciens de l'orchestre Divertimento devant moi, s'il y en a un qui se trompe, je peux tout de suite dire qui est-ce qui se trompe, parce que je sais si ça se passe dans les cordes, dans les vents. Si c'est dans les cordes, je sais si c'est les violons ou les altos. Et même dans les violons, je sais à quel endroit c'est, parce que mes oreilles écoutent tout le monde et mes yeux regardent tout le monde. Voilà.
C'est comme ça que je sais qui se trompe et après, avec mes gestes, je permets à tout le monde de se repérer et aux musiciens qui se trompent de se rattraper. Et parfois, c'est comme pour tout. Quand on se trompe en concert, eh ben, il y a des moments, moi j'essaye de rassurer les personnes pour leur permettre de se faire confiance. Et puis parfois, je les gronde aussi parce que de temps en temps, ça peut arriver qu'ils ne regardent pas forcément toujours, me regardent pas assez toujours. Et donc, des fois, ça m'arrive de les gronder avec les yeux aussi. Voilà. On va peut-être voir quelles sont, s'il y a des questions de ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Cécile. C'est une question de Mathéo. Je dis quoi? Quelle émotion ressentez-vous quand vous maniez la baguette? Alors, quelle émotion je ressens quand je manie la baguette? C'est une très bonne question, en effet. Alors, merci Mathéo de poser cette question-là. Et puis, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous peut-être qui se sont aussi posé cette même question. Donc, en fait, c'est pas tellement... Alors, regardez, j'ai ramené ma baguette de chef d'orchestre. Et donc, une des premières sensations, c'est d'éprouver du plaisir. Par contre, c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile. Et parfois, on me dit, tiens Zaya, est-ce que tu as le trac quand tu diriges? Et par exemple, en concert, j'ai rarement le trac. Est-ce que vous savez pourquoi? Non? Parce qu'en concert, pour moi, c'est le moment où je me fais le plus plaisir. Parce que c'est un moment où, justement, on a travaillé, donc on est au maximum de notre préparation. Et c'est à ce moment-là que, justement, on se fait plaisir et qu'en concert, moi, je dois aussi donner beaucoup d'énergie à l'orchestre, beaucoup de plaisir à l'orchestre pour que l'orchestre aussi ait envie de jouer avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'énergie. Par contre, là où moi j'ai souvent le trac, c'est pendant les répétitions. Et les répétitions, c'est des moments qui sont très importants parce que le chef d'orchestre, c'est lui qui doit arriver à faire en sorte que tout le monde joue ensemble. Quand vous avez 80 ou 100 musiciens, si chacun joue comme il veut, est-ce que vous pensez que ça va bien sonner ? Non. Et ceux qui nous écoutent, je pense que vous pensez aussi la même chose que nous, enfin peut-être, hein. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que si chacun joue comme il veut, ça sonnera vraiment pas bien, ça sera la cacophonie. Donc le chef d'orchestre, il doit être là pour guider ce travail. Mais vous savez, c'est pas facile forcément de guider le travail avec autant de personnes devant soi. Et donc moi, souvent, j'ai le trac le jour de la première répétition ou pendant les répétitions. Mais au concert, ça y est, on est prêt. Et quand on fait le concert, c'est vraiment un moment de plaisir. Et aussi, parfois, en effet, on se sent un peu quand même puissant parce que quand vous avez 80 musiciens ou 100 musiciens qui jouent, vous faites un geste comme ça, hop, et là, d'un seul coup, vous avez un son puissant qui sort. Et donc, on ressent en effet ce sentiment de puissance, ce sentiment de plaisir et aussi tous les sentiments qu'on peut ressentir, les émotions qu'on peut ressentir quand on écoute de la musique. Et parfois, vous savez, quand vous écoutez de la musique, un jour, je serais ravie de vous écouter de venir vous inviter à un concert de l'orchestre Divertimento. Également ceux qui nous écoutent. Avec l'orchestre, on joue dans plein d'endroits en France. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de vous y accueillir. Et vous savez, quand vous êtes face à un orchestre symphonique, c'est quelque chose de très puissant parce que vous ressentez tous les sons, toutes les émotions. Et parfois, la musique, elle peut être douce. Donc, on va sentir un sentiment de sérénité. Parfois même, une musique où on va ressentir des sentiments comme de l'amour, comme l'amour d'un parent, d'un papa ou d'une maman pour son enfant. Et puis parfois, c'est d'un sentiment de puissance et d'énergie. Donc c'est vraiment un beau métier que j'aime bien faire. Mais vous savez, il y a aussi plein de côtés, plein de moments qui sont parfois plus difficiles. Mais ça vaut le coup malgré tout de vivre ces moments-là pour pouvoir arriver au concert et ressentir tout le plaisir de produire de la musique. Et donc c'est ce que j'aime bien en tant que chef d'orchestre. Et donc c'est le fait de se retrouver sur le podium devant l'orchestre qui me procure toutes ces émotions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans ceux qui nous écoutent? Qui veut poser la question, les enfants? Ici ou qui nous écoutent partout dans le monde? Tu la vois la question? Je m'appelle Satea et c'est la question de Naïla. Dans ce métier, vous avez envie de vous battre pour qu'il y ait plus de femmes ou c'est votre passion? D'accord. Et je vois qu'il y a une deuxième partie de question. Tu veux la poser? Oui, vas-y, je t'en prie. Est-ce que ça vous a déjà dérangé d'être une des rares femmes chefs d'orchestre? En effet, c'est une très bonne question de Naïla. Et il y a encore pas très très longtemps, alors il y a peut-être 30 ans de ça, il y a encore des orchestres en Europe où par exemple les femmes étaient interdites. Alors vous imaginez, dans un orchestre, si les femmes sont interdites, est-ce que vous pensez qu'elles pourraient diriger l'orchestre?
Ben non. Donc encore moins, puisque le chef d'orchestre, c'est la fonction qui incarne le plus l'autorité, la puissance dans l'orchestre. Donc si on ne voit pas de femmes dans un orchestre, on ne verra certainement pas de femmes chef d'orchestre. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps. Et aujourd'hui encore, il y a moins de 4%. Donc autant vous dire, c'est une proportion très 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 petite de chefs d'orchestre qui sont des femmes. Alors moi, j'en fais partie. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme je ne voyais pas de femmes chefs d'orchestre, et ben moi aussi, je me suis dit, tiens, je suis sûre que c'est un métier qu'on ne peut pas le faire, parce que comme je ne vois pas de femmes, et ben je pense que ce n'est pas possible d'être chef d'orchestre quand on est une femme. Et donc, heureusement que je me suis quand même bien accrochée, et j'ai décidé malgré tout d'essayer de devenir chef d'orchestre. Et aujourd'hui, c'est ça aussi que je trouve important, c'est que plus les enfants verront, comme vous, des femmes chefs d'orchestre, jeunes, ou même des hommes, enfin en tout cas dans tous les postes de l'orchestre, ça permettra aussi de montrer que c'est possible et que peut-être d'autres femmes, en effet, deviennent chefs d'orchestre. Et donc, la place des femmes dans la musique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, dans l'orchestre Divertimento, j'ai aussi été très attentive au fait que, par exemple, il y ait des femmes, autant de femmes que d'hommes dans l'orchestre Divertimento. Aussi, de faire en sorte qu'on accueille des personnes pour leur qualité, et qu'on fasse en sorte d'avoir aussi des musiciens qui ont des origines sociales différentes, des origines culturelles différentes, des personnes aussi en situation de handicap, des femmes, et de faire en sorte que l'orchestre soit aussi à l'image de notre société avec toutes les différences, toutes les diversités qui existent. Donc c'est vrai que c'est un combat, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore compliqué pour une femme d'être chef d'orchestre. Et vous savez que pour être chef d'orchestre, il a fallu que je crée mon propre orchestre, alors qu'il existe beaucoup d'orchestres en France. Donc, aujourd'hui, il faudrait aussi que les orchestres en France puissent inviter plus encore les femmes à diriger. Et donc, les quelques femmes que nous sommes aujourd'hui chefs d'orchestre, on a toutes dû créer notre propre orchestre pour arriver à être chef d'orchestre. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup pour faire en sorte que des enfants comme vous, ou ceux qui nous regardent, vous puissiez vous dire « Ah bah tiens, je vois une femme chef d'orchestre, donc c'est possible ». Donc tout est possible dans la vie. Et s'il y a peut-être un petit message ou en tout cas une petite expérience que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vous dire que même si un jour on vous dit « c'est pas fait pour les femmes » ou « c'est pas fait pour les garçons » ou « tu n'y arriveras pas parce que c'est pas fait pour toi », eh bien c'est pas vrai. Il faut continuer à rêver, à avoir de l'ambition, à se dire « si j'ai envie de faire ça, je peux y arriver ». Alors après, ça demande beaucoup de travail. Et quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je continue à beaucoup travailler. Mais quand on travaille, on est rarement déçu parce qu'on a toujours des résultats. D'accord ? Donc quand moi j'étais jeune, on me disait « Zaya, c'est pas fait pour les femmes, tu n'y arriveras pas ». Et bien j'ai travaillé et j'ai réussi. Bonjour, je m'appelle Gabrielle. C'est une question de la classe d'Aix-en-Provence. Y a-t-il une anecdote qui vous a marqué ? Alors je pourrais vous citer plein d'anecdotes, mais je vais vous parler peut-être de celle-là. Et que j'ai aussi l'occasion, par exemple, d'aller diriger en plein dans le désert du Sahara. Alors, vous savez que le désert du Sahara, il y a une partie du désert du Sahara qui est en Algérie. Et donc, à un moment donné, on a roulé pendant des heures et on est arrivé dans une petite ville en plein milieu du Sahara où il y avait une salle de spectacle. Et donc dans laquelle j'ai fait un concert avec l'Orchestre national d'Algérie. Et c'est vrai que les personnes qui sont venues au concert, ce sont les personnes qui habitent autour. Donc c'était beaucoup de bédouins qui habitaient pas loin. Et donc j'ai vu surtout des messieurs arriver en tenue traditionnelle, venir pieds nus parce qu'ils vivent comme ça. Et il y avait quelque chose qui était très original et très marquant, c'est qu'il y avait une seule femme dans la salle. À votre avis, c'était qui ? Alors, Isaac ? Eh bien oui, c'était moi, tout à fait. Dans l'orchestre, il n'y avait que des hommes. Dans le public, il n'y avait que des hommes. Et j'étais la seule femme. Voilà. Et donc, en effet, ça m'a fait plaisir que la seule femme qui avait quelque part une autorité et du pouvoir ce jour-là, la seule personne, c'était une femme et c'était moi. Donc, justement, alors, évidemment, il faut faire en sorte moi, j'essaie de travailler tous les jours pour justement faire en sorte que les femmes puissent évidemment aller au concert et surtout dans certains pays. Alors ça, c'est une anecdote un peu particulière, bien évidemment, parce qu'en Algérie, j'ai aussi vécu plein de beaux concerts où il y avait des familles entières et des femmes qui venaient. Mais là, c'était vraiment très particulier comme moment. Et donc, voilà. Et depuis, dans l'Orchestre national d'Algérie, il y a des femmes qui ont intégré l'orchestre. Et voilà, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Et donc ça, c'est peut-être un événement qui m'a marqué. Mais il y en a plein d'autres aujourd'hui. Vous savez,
Par exemple, quand je fais des concerts à Stein, qui est en Seine-Saint-Denis, c'est un quartier très populaire. On pourrait se dire, bah, la musique classique, ça intéresse personne. Eh ben non. Et quand on fait des concerts, il y a plein de gens qui sont là, des familles, des enfants. Et ben moi, ça fait partie des choses qui continuent à me marquer tous les jours parce que ça montre qu'en effet, la musique, ça peut intéresser tout le monde et qu'il ne faut pas se dire que c'est pas possible pour certaines personnes. Donc voilà. Donc en tout cas, une anecdote que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, une autre question encore. Bonjour, je m'appelle Mariam, j'ai 8 ans. Je vais vous lire la question de Félix Ebou de l'école de Félix Eboué au PEC. Si vous ratez un mouvement, avez-vous avec votre baguette, comment faites-vous pour rattraper ? Pouvez-vous nous expliquer un mouvement avec la baguette ? Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous expliquais un petit peu comment ça se passait à la préparation d'un concert. Alors, vous savez, le chef d'orchestre, j'aimerais bien avoir votre avis. Quand il se retrouve devant les musiciens, est-ce que, comme les musiciens, ils découvrent un petit peu la partition ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'ils la connaissent très bien ? Alors, dis-moi, Enzo. Alors, Enzo, il dit qu'il faut qu'il la connaisse très bien. Eh bien oui, parce que souvent, souvent j'explique que le musicien, il est au maximum de sa préparation le jour du premier concert. Le chef d'orchestre, lui, il doit être au maximum de sa préparation le jour de la première répétition. Et donc, vous savez, chaque musicien a sa partition. Et donc, à votre avis, le violoniste, il va avoir la partition de quel instrument sur son pupitre ? Hein ? Alors, Mariam ? La partition du violon. Mariam, elle a répondu ça. Tout le monde est d'accord avec ça ? Ouais. Et ceux qui nous écoutent, en effet, la partition le violoniste a la partition de violon. Le flûtiste, il a la partition de... Allez, on va le dire tous ensemble, de la flûte. Tout à fait. Et donc, chaque instrument a la partition qui concerne son propre instrument. Et donc, il y a une personne qui a la partition de tous les instruments. Mince. Alors, à votre avis, c'est qui, justement ? Hein ? Alors, tiens, Elsa, dis-moi. Alors, moi, tout à fait, c'est moi, donc la chef d'orchestre. Et donc, je vous ai rapporté, par exemple, l'exemple d'une partition du chef d'orchestre. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, et puis pour vous tous aussi, et après, je ferai tourner, voilà, c'est une partition du chef d'orchestre. Et donc, on a les instruments qui sont classés par famille d'instruments. Donc, tous les bois d'abord, les cuivres, les percussions et toutes les cordes. Et chaque famille d'instruments est classée du plus aigu au plus grave. Alors, ce qu'il faut savoir, les enfants, quand vous regardez la partition ici, en fait, chaque instrument va avoir, par exemple, une ligne. Ce qui correspond à une ligne pour un musicien, c'est toute la page pour le chef d'orchestre. Et alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez le conducteur, il faudrait se dire que si vous vouliez, allez, pour faire la comparaison avec un livre, et ben pour arriver à comprendre cette page-là, c'est comme si vous lisiez la page d'un livre, mais que toutes les lignes, alors il faudrait les lire en même temps, tout en même temps, et que toutes les lignes étaient écrites dans une langue différente. Alors vous avez vu, si le chef d'orchestre ne travaille pas avant, et ben il peut rester comme ça longtemps devant la partition, à ne pas savoir quoi faire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, alors pour ceux qui sont par là, il y a beaucoup de travail du chef d'orchestre avant la première répétition. D'accord ? Donc, ça c'est important. Et du coup, c'est comme ça qu'après, quand il arrive en répétition, le chef d'orchestre, il peut mener son travail avec les musiciens et voilà, travailler avec eux. Mais les répétitions, c'est aussi pour le chef d'orchestre d'ailleurs. Hein, pourquoi le chef d'orchestre, il n'aurait pas le droit de se tromper ? Bon, moi, je ne me trompe pas beaucoup. Je travaille pour faire en sorte de ne pas beaucoup me tromper. Mais ça peut m'arriver. Et quand ça m'arrive, de temps en temps, c'est plutôt en répétition. Alors, vous savez, quand je dirige, si je vois que je me trompe et que, par exemple, j'ai fait une mesure à 4 temps au lieu de le faire à 3 temps, j'arrive à me rattraper. Mais en règle générale, vous savez, et ça fait partie, c'est comme du sport de haut niveau. Vous savez, quand Mbappé, dans l'équipe de France, il est en finale de Coupe du Monde, à votre avis, est-ce qu'il a le droit à l'erreur ? Non,
parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et il ne se trompe pas. Et quand il marque un but parce qu'il s'est bien préparé. Et ben, le chef d'orchestre, c'est pareil et moi, c'est pareil. Donc, de toute ma carrière, je crois que je ne me suis jamais trompée en concert. Mais par contre, je me suis déjà trompée en répétition et je ne me suis jamais trompée en concert parce que je travaille beaucoup et surtout, je me concentre beaucoup le jour du concert. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je me mets vraiment dans ma petite bulle avant le concert pour faire en sorte que dans ma tête, je pense à toutes les notes qui vont s'enchaîner, à tous mes gestes, pour faire en sorte que justement j'anticipe. Et c'est vrai que dans cette concentration-là, quand je fais un geste, je pense toujours au moins plusieurs mesures en avance. C'est-à-dire que quand un musicien joue une mesure, moi je suis déjà 10 mesures plus loin. Donc c'est comme un joueur d'échecs qui anticipe tous les coups plusieurs temps en avance. Donc si jamais le fait d'anticiper, ça permet aussi d'éviter de me tromper. Et parfois, si je me dis « Ah tiens, j'ai failli faire ça, dis donc, j'aurais pu me tromper », et ben, en l'espace d'une fraction de seconde, mon cerveau, il se réadapte pour justement éviter de faire la faute. Mais pour ça, il faut justement beaucoup travailler en amont. Et après, les gestes, justement, parce qu'au concert, on ne peut pas parler, et on s'en est déjà parlé tout à l'heure, les gestes servent à pouvoir communiquer. Alors, pour ceux qui sont ici présents et pour ceux qui nous regardent, regardez bien mon geste. Si je fais ce geste-là, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Hein? Alors, vas-y. Alors, ça veut dire on arrête. Eh bien, tout à fait, ça veut dire qu'on arrête. D'accord? Par exemple, voilà, si je fais ce geste-là, ça veut dire qu'on va arrêter. OK? Si, par exemple, je vais vous faire une battue, je ne vais pas vous dire quelle est la musique qu'il y a dans ma tête. Et vous allez me dire, vous ici, et ceux qui nous écoutent, essayez aussi de deviner. Vous allez me dire si, à votre avis, la musique que je dirige, est-ce que c'est une musique qui est lente ou est-ce que c'est une musique qui est rapide? Alors, je suis sûre que vous avez tous la bonne réponse. On le dit en même temps, c'est une musique qui est rapide. Tout à fait. Et ceux qui nous écoutent, je pense que vous avez tous deviné aussi. Et donc, je vais vous faire une autre battue et vous allez me dire, à votre avis, si la musique, elle est plutôt énergique ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt douce? Regardez bien ma battue. Alors, on le dit tous ensemble, est-ce qu'elle est douce? Elle est douce, tout à fait. Alors, sinon, si je fais ce geste-là, à votre avis, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Alors, Farid, dis-moi. Alors, non, pas plus grave. Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas être ça. Dis-moi, Raphaël. De plus en plus fort, tout à fait. Alors, c'est pas plus grave, mon grand, parce que pour la simple et bonne raison que les musiciens, ils ont les notes qu'ils doivent jouer sur leur partition. Donc, mes gestes, ce ne sont pas les notes qu'ils doivent faire. Il faut bien le savoir, parce que sinon, ça serait incompréhensible, puisque chaque musicien joue plein de choses. Mais c'est simplement des gestes qui vont concerner tout le monde. Donc, en effet, de jouer de plus en plus fort, ou au contraire, de moins en moins fort. Si je veux que la musique elle soit énergique et articulée, je vais donner une impulsion. Si je veux qu'elle soit douce, je vais faire ça comme ça. Si c'est rapide, je vais faire vite. Donc vous avez vu qu'en quelques secondes, ceux qui nous regardent et vous ici, vous avez compris des gestes du chef d'orchestre. D'accord? D'ailleurs, est-ce que ça serait peut-être bien qu'on apprenne tous à diriger un petit peu? Ça vous dirait? Oui. Alors, je vous explique, vous ferez attention. Alors, je vais tous vous demander, alors ceux qui nous regardent aussi, et vous, alors puisque vous me voyez, ceux qui nous regardent, vous me voyez de face. Donc attention, moi je suis à l'inverse de vous. Donc il faudra bien lever la main droite. D'accord? Donc on va tous lever la main droite en haut et la main droite. Hein, d'accord? Et donc on fait attention parce que du coup, le premier temps en musique, il sera toujours en bas. C'est toujours vers le bas, ça fait 1, 2, 1, 2. Alors si je me mets, voilà, comme vous, dans le même sens, là-haut, et premier temps, deuxième temps, premier temps, deuxième temps, premier temps, deuxième temps, 1, 2, ouais, top. Alors, merci. Bon, bah ouais, stop, ça y est, vous êtes tous des petits chefs d'orchestre, là, c'est bien. Hein? Alors après, vous savez qu'on soit ici, à Paris, ou qu'on soit dans le Michigan ou à Dubaï pour ceux qui nous écoutent, ou en Allemagne, ou au Japon, ou partout dans le monde, et ben vous savez, il y a des gestes du chef d'orchestre qu'on va retrouver partout dans le monde. Donc la mesure, par exemple, à 2 temps,
Et ben ici, dans l'école François Copé, on va la diriger de cette façon-là. Et ça va être partout pareil dans le monde. Donc, premier temps, deuxième temps. La musique à 3 temps, ça va faire 1, 2 et 3. Et la musique à 4 temps, 1, 2, 3 et 4. Alors, vous me direz, Zaya, si c'est pareil partout, pourquoi, en fait, un orchestre, il ne sonne pas de la même façon? Et pour la simple et bonne raison que, en fait, chaque chef d'orchestre est différent. Il a sa propre personnalité, d'accord? Donc, il y en a certains, c'est comme des personnes qui vont parler. Certains, ils vont être plus à l'aise, vont parler peut-être plus fort, d'autres moins fort. Certains qui ont des personnalités plus timides que d'autres. Et un chef d'orchestre, il va diriger à sa façon. Et avec ses gestes, il va avoir aussi sa propre personnalité. Et c'est ça qui fait la différence entre un chef d'orchestre et un autre. D'accord? Donc voilà, donc en gros, les gestes du chef d'orchestre, on transmet beaucoup d'informations aux musiciens. Et c'est aussi pendant les répétitions que parfois on peut inventer des gestes. Parfois, je peux dire, attention, je vais tenir ce son-là, par exemple pour les instruments avant, et je vais couper les instruments à cordes. Et après, je redonne le départ. Et le chef d'orchestre, il va expliquer beaucoup de choses, d'informations aux musiciens pour qu'ils puissent bien comprendre tous les gestes pendant le concert. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. D'accord. Une dernière question, du coup. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. C'est la dernière question de la classe de CM1 Villeneuve d'Ornon. Aimez-vous un autre genre de musique, de la musique classique? Quels sont vos chanteurs français et algériens préférés? Alors, bonne question. Alors, merci à cette classe d'avoir posé cette question-là. Alors, aussi pour dire que si jamais vous avez des questions, alors pour ceux qui nous écoutent et ici aussi, c'est vrai que peut-être qu'il y a encore plein d'autres questions que vous auriez aimé poser. N'hésitez pas à les envoyer. Et puis, voilà, je tâcherai d'y répondre et vous pourrez les retrouver un petit peu plus tard. Voilà, de répondre à toutes vos questions, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions et ça me ferait très plaisir d'y répondre. Alors, moi, j'aime bien, en fait, en dehors de... Alors, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique pour mon travail, parce que parfois, c'est aussi une façon de pouvoir m'inspirer de trouver des idées pour faire les programmes musicaux. Puis parfois, vous savez, il existe tellement d'œuvres musicales que je ne peux pas forcément tout connaître. Donc, des fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien découvrir mieux tel compositeur ou un autre compositeur. Donc, j'écoute beaucoup de musique classique. Mais j'aime bien aussi écouter du jazz. Et j'écoute beaucoup de jazz parce que c'est un style de musique que j'aime beaucoup. Mais aussi parce que vous savez, dans la musique classique, il y a beaucoup de compositeurs qui se sont inspirés des autres musiques. Et donc, par exemple, il y a des compositeurs américains qui se sont inspirés du jazz. Donc moi, j'aime bien écouter beaucoup de jazz pour un peu... voilà, parce que ça me plaît beaucoup. Et puis parfois, vous savez, le jazz a un côté rythmique et vivant que j'aime bien parfois essayer de retrouver dans la musique classique, d'accord? Et puis après, j'aime bien écouter d'autres styles de musique. Et il y a des fois, même mon frère, il me fait découvrir des artistes que je ne connais pas bien parce que je n'ai pas forcément toujours l'occasion d'écouter la radio. Mais voilà, après, sinon, il y a un chanteur qui est décédé il y a presque un an maintenant, qui s'appelle Idir, qui est un chanteur algérien. C'est vrai que mon père, il me faisait beaucoup écouter des chansons de cet artiste. Et du coup, maintenant, j'essaye aussi parfois de les écrire pour orchestre pour qu'on puisse les jouer avec l'orchestre Divertimento. Voilà. Donc, j'aime bien parfois aborder d'autres styles de musique avec l'orchestre parce que ça me fait aussi très plaisir. J'adore aussi écouter Michael Jackson, j'adore aussi écouter d'autres artistes, évidemment dans la chanson française aussi, même des plus anciens comme Jacques Brel ou Georges Brassens, parce que voilà, c'est aussi des grands artistes qui sont aussi parfois très poètes et que moi j'ai aussi besoin d'avoir parfois d'autres endroits où je vais aussi me ressourcer. J'aime bien aussi aller au musée et puis j'aime bien le sport, regarder le sport à la télé aussi. Donc pour moi c'est important. Et puis j'ai aussi une fille qui a 7 ans, qui a presque l'âge que vous avez. Et donc voilà, j'aime bien aussi découvrir plein de choses avec elle. Ça me permet aussi de réfléchir autrement et à être aussi à une meilleure chef d'orchestre ou en tout cas de mieux expliquer l'orchestre symphonique et le milieu de la musique aux enfants et même aux grands. Donc du coup, j'aime bien aussi m'inspirer de plein d'univers différents et notamment d'autres styles de musique, du sport et aussi de tout ce que les enfants me font découvrir. Voilà. Eh bien, merci.
Eh ben, merci à toutes et à tous. Alors déjà de votre accueil, merci à ceux qui nous ont suivis, voilà, d'avoir aussi partagé ce moment. Et puis j'espère à très bientôt. J'espère surtout que quand on vivra une période plus sereine, vous pourrez venir au concert. N'hésitez pas à écouter beaucoup de musique et n'hésitez pas à continuer à rêver aussi. Merci et bonne réussite à tous.